Nous sommes en mai 1941, dans l'Atlantique Nord. Si comme moi tu te demandes comment ce fantastique cuirassé allemand, le Bismarck, a pu être détruit, alors qu'il était le navire le plus moderne de sa génération, alors cette vidéo est pour toi. Et comme on dit chez les Allemands, Flieger Alarm! Ainsi, le Bismarck a été repéré par triangulation par la marine anglaise. En effet, l'amiral Lutyens, lorsqu'il a fait partir son télégramme à destination de l'amirauté de la Kriegsmarine, s'est fait repérer. Le 26 mai, à 10h30, un gros hydravion Catalina de reconnaissance a pu déterminer sa position. Mais aux grandes dames des Anglais et de l'amiral Tovey, les plus gros cuirassés de la marine britannique sont trop loin pour venir l'attaquer. Et les Anglais n'ont qu'une peur, c'est que le Bismarck puisse rejoindre la proximité des côtes françaises où il sera à l'abri à la fois à cause du parapluie aérien de la Luftwaffe et des meutes de U-boot qui partent des bases de Brest, Saint-Nazaire et La Rochelle. Alors il ne reste qu'une solution, l'Arc Royal et ses ferrés Swordfish. Ah, les ferrés Swordfish. Les ferrés Swordfish, ces avions embarqués sur porte-avions qui sont totalement obsolètes en 1941. On les a déjà vus lors de l'attaque de la rade de Mers-el-Kébir. On les a également vus lors de l'attaque du cuirassé Richelieu à Dakar. Et là, leur rôle va être déterminant. À partir de 21h, par une météo exécrable, avec un brouillard à couper au couteau, les 15 ferrés Swordfish, avec leurs énormes torpilles, vont attaquer le Bismarck. 15 torpilles seront lancées. Seuls 2 atteindront leur but. Et aucun avion ne sera touché, malgré sa vitesse extrêmement lente. Dans la dernière vidéo consacrée à la saga du Bismarck, j'expliquerai pourquoi le Bismarck n'a pas réussi à se défendre contre ces avions obsolètes. Ce sera fascinant. La première torpille, l'une des 2 torpilles qui fera mouche, va toucher le Bismarck en plein milieu, sous la ceinture blindée. Mais le Bismarck a tellement été bien conçu qu'elle ne fera que provoquer une voie d'eau, très vite maîtrisable. Par contre, la dernière sonnera l'halali pour le cuirassé. Parce que l'amiral Lutyens a très bien joué sa partie. À partir du poste de commandement du navire, il a lancé ses ordres pour que le vaisseau puisse éviter toutes les torpilles les unes après les autres. Malheureusement, la dernière va toucher son gouvernail de direction et va le bloquer. À partir de ce moment-là, le Bismarck est foutu capoute parce qu'il ne pourra plus naviguer. Il sera obligé de tourner en rond sur lui-même. Alors évidemment, des ronds de plusieurs dizaines de kilomètres, mais quand même, il ne peut pas rejoindre les ports de la France et se mettre à l'abri. Cet état de fait fera que les cuirassés anglais pourront le rejoindre et en venir à bout. Mais cela, c'est pour le lendemain, le 27 mai. Alors, tout l'équipage allemand sait que le navire va être détruit. Imagine-toi la psychologie des marins qui sont sur un des plus puissants vaisseaux du monde et qui savent que le lendemain verra leur mort certaine. L'amiral Lutyens a autorisé les messes et les bars à rester ouverts toute la nuit. Alors les hommes vont essayer de noyer leur chagrin dans le schnapps. Piètre consolation. Au petit matin, tout l'équipage est décidé à se battre jusqu'au bout. Pour l'Allemagne, pour le Führer. Triste état de fait. Ils sont décidés à vendre chèrement leur vie. Et le commandant Lindemann et l'amiral Lutyens, pareil. Ils vont lutter jusqu'au bout. Vers 8h, ce matin du 27 mai, les 2 cuirassés qui s'approchent du Bismarck sont le King George V, avec ses 10 pièces de 356, et le Rodney, le sister ship du Nelson, avec ses 9 pièces de 406 mm. Il y a aussi le croiseur Dorsetshire, que nous avons vu lors de l'attaque du cuirassé Richelieu à Dakar, et qui devait poursuivre et prôner le navire, si les torpilles n'avaient pas pu le couler en rade de Dakar.
Lui, il est équipé de pièces de 203 mm. Les deux cuirassés anglais sont à une distance de 23 km quand ils commencent leur tir. Ça va être un carnage. Les salves d'artillerie commencent à pleuvoir sur le Bismarck qui est incontrôlable. Les matelots et artilleurs allemands répondent avec leurs pièces de 380 mm. Malheureusement, ils sont évidemment gênés par leur rotation. Le Rodney va tirer une salve qui va toucher le Bismarck à l'avant et qui va mettre hors d'état de nuire le poste de commandement. On estime qu'à ce moment-là, le commandant Lindemann et l'amiral Lothian vont être tués lors de l'explosion de ce poste de commandement. Cette salve d'artillerie va également mettre hors d'état de nuire les deux tourelles avant du Bismarck. C'est le commandant en second, Hans Oels, qui va continuer de donner les ordres pour essayer de défendre le navire. Les deux tourelles arrière continuent à tirer sur les deux cuirassés britanniques. Mais bientôt, le système de télémétrie va être endommagé, ce qui fait que le tir n'aura plus aucune valeur. Le Bismarck continue à être harcelé par les trois navires qui se rapprochent jusqu'à 2300 mètres, soit quasiment à bout portant. Ils vont continuer le carnage d'artillerie sur le Bismarck. Alors, tout est explosion. Alors, le navire est la proie des flammes. Toutes les superstructures sont détruites les unes après les autres. Les matelots allemands essaient de se protéger comme ils le peuvent du feu et des éclats d'obus qui fusent de partout. Des torpilles sont tirées pour définitivement couler le Bismarck. Plus de 2800 obus vont être tirés en un peu moins d'une heure, 400 qui vont aller au but à partir des trois navires anglais. Et puis finalement, le commandant en seconde, Hans Oels, décide de saborder le navire. Il donne l'ordre de placer des charges explosives et de le couler une bonne fois pour toutes, en ayant pris soin de mettre les canots à la mer, ceux qui sont encore valables, pour sauver une partie de son équipage. Le commandant Lindemann, qui est mort, va donner son nom à une batterie du mur de l'Atlantique, la batterie Lindemann, qui est située aujourd'hui près de l'entrée du tunnel sous la Manche. Ironie de l'histoire, Lindemann va être enseveli 2 fois. La première fois sous les eaux de l'Atlantique, et la deuxième fois, la batterie qui porte son nom va être ensevelie sous des milliers de tonnes de craie qui ont été retirées du tunnel sous la Manche. Aujourd'hui, la batterie Lindemann n'est plus visible. Ces 3 casemates fortifiées qui étaient énormes, avec des canons de 406 mm, sont sous terre. Mais revenons au Bismarck. Plusieurs centaines d'hommes sont à l'eau, les eaux froides de l'Atlantique Nord. Et ils commencent à être repêchés par le Dorsetshire. Malheureusement, la vigie signale la présence d'un U-boot, un sous-marin allemand. Aussitôt, les navires anglais s'éloignent des survivants encore à la mer. Alors ici, une question se pose. D'abord, il n'y avait pas de sous-marin allemand. Et puis, même s'il y en avait eu un, peut-on se demander s'il aurait tiré sur les bateaux qui étaient en train de sauver leurs frères d'armes? Je ne sais pas, la question reste ouverte. Quoi qu'il en soit, sur les 2200 hommes du Bismarck, seuls 114 vont réussir à survivre à la catastrophe. Pour l'Allemagne et pour l'amirauté de la Kriegsmarine, le moral est au plus bas. La perte est énorme. L'Allemagne nazie vient de perdre le fleuron de sa marine. À partir de ce moment-là, les navires allemands ne sortiront quasiment plus de leur port d'attache. Ils auront trop peur d'être détruits par les puissants cuirassés de la Royal Navy. Seules les meutes de U-boot s'en prendront aux convois de navires amenant armement et hommes en Europe et aux autres bâtiments militaires des Anglais. Cette perte est aussi redoutable sur le moral des Allemands que celle du cuirassé de poche Graf von Spee, qui, si vous vous en souvenez bien, avait été sabordé en Amérique du Sud, dans l'estuaire du Rio de la Plata, par son capitaine, le commandant Langsdorff, qui s'était aussitôt tiré une balle dans la tête. Le crépuscule des dieux avait commencé. J'ai dit au début de cette vidéo que je voyais des similitudes entre le destin du Titanic et celui du Bismarck. D'abord, les deux étaient considérés comme insubmersibles. Ensuite, ils étaient les deux navires les plus puissants
et les plus modernes de leur génération. Ils ont coulé tous les deux dans l'Atlantique Nord lors de leur première sortie opérationnelle. Ils furent les 2 premiers navires à être explorés par des sous-marins par une équipe d'explorateurs à grand renfort médiatique. Et voici pour le sort funeste du Bismarck qui a suivi le sort funeste du HMS Hood. Je te remercie pour ton attention, je te souhaite de bien te porter, fais attention à toi et on se dit à une prochaine fois. Et comme tu le sais, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.